Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir des titres. Semaine nationale de la mobilisation des jeunes contre le sida. Plusieurs cas positifs donc ont été recensés chez les jeunes. Le ministre des Sports et de la Jeunesse appelle à une réaction rapide afin d'éliminer d'ici 2030 le VIH. Le Front social en ébullition, les centrales syndicales mettent en place un large front. Ses membres exigent la réintégration des travailleurs licenciés dans certaines directions et ministères et la diminution des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Dakar se prépare pour accueillir la 6e édition du Congrès international sur les aires marines protégées. Les autorités veulent faire de cette question une des priorités. Voilà pour les titres de développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Les centrales syndicales décident d'unir leurs forces. Ils ont mis en place le Front social. Ses membres exigent la réintégration des travailleurs licenciés dans plusieurs directions et ministères, la baisse des prix des denrées alimentaires de première nécessité et la baisse du loyer. Ils menacent de tenir un grand rassemblement si rien n'est fait. Ndeye Alifal et Barasso pour le compte rendu. Un grand rassemblement dont l'objectif est d'unir les travailleurs dans la lutte. L'objectif est également de créer un front syndical autour des revendications essentielles pour l'ensemble des travailleurs, notamment ceux des secteurs en difficulté. Je pense que nous faisons face à une situation difficile. Je voudrais tout simplement, au nom de l'ensemble des camarades ici présents, lancer un appel solennel aux autorités de la République et particulièrement au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko, qui sont nos camarades parce qu'ils ont la fibre syndicale. Ils pouvaient ce jour être à notre place parce que simplement ils l'ont pratiqué. Ils ont défendu leur corporation. Ils se sont battus pour leurs intérêts matériels et moraux quand ils ont eu la charge de diriger le syndicat des impôts et domaines. Le secrétaire général de la CNTS avertit que si les autorités ne répondent pas à leurs revendications, leur prochaine mobilisation sera d'une ampleur considérable. Il annonce également qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les centrales syndicales se rejoignent au mouvement. La solidarité, c'est notre première valeur cardinale, ne l'oublions pas, camarades. Donc à partir de maintenant, le mouvement sénégalais doit être solidaire. Nous devons être solidaires et réorganiser les luttes. Si on est solidaire, on est capable de soulever des montagnes. Le mouvement syndical uni est capable de soulever des montagnes. Le président de la Confédération lance un appel solennel aux autorités pour une baisse des prix du loyer, de la fiscalité, ainsi qu'une augmentation des salaires et a insisté également sur l'importance du dialogue social et dénonce les violations des droits des travailleurs. Ils ont la charge donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de conduire notre destin. Mes camarades, permettez-moi de résumer cette situation en 3 points. Les prix ne cessent de grimper. Nous devons donc ensemble lutter sur 3 leviers. La baisse des prix, la baisse des prix du loyer, la baisse de la fiscalité et l'augmentation des salaires. L'ensemble de ces questions devrait permettre donc au mouvement syndical de faire face et améliorer ses conditions. Le deuxième volet que j'ai noté, c'est la violation des droits des travailleuses et des travailleurs. C'est en réunissant divers syndicats que la Confédération a tenu ce grand rassemblement dans un contexte marqué par la détresse sociale qui frappe le monde du travail. Merci camarades.
Et puis ce communiqué du syndicat de l'enseignement du supérieur suite à la sortie du ministre de l'enseignement supérieur Abdourahmane Diouf, le SAES s'inscrit en fond donc des déclarations du ministre de l'enseignement supérieur qui, selon eux, a d'ailleurs imputé la responsabilité de la perte du décret aux enseignants du supérieur. Le SAES donc s'inscrit en faux contre de telles allégations fantaisistes et malveillantes. Selon eux, il s'agit d'une fuite en avant du ministre de l'enseignement supérieur et qui a d'ailleurs, selon eux, fait son jeu favori, c'est-à-dire des sorties médiatiques à la place des négociations. Les enseignants du supérieur estiment désormais que le dialogue a été unilatéralement rompu. Abdourahmane Diouf, qui a estimé d'ailleurs avoir transmis le dossier à ses supérieurs, le SAES estime qu'ils n'ont rencontré le Premier ministre qu'une seule fois. D'ailleurs, la rencontre a été consignée donc dans un procès verbal le 17 décembre 2024. Le SAES enfant informe les étudiants et les parents des étudiants que malgré sa bonne volonté, les autorités ne veulent pas discuter. L'année risque d'être perturbée. La semaine nationale de la mobilisation des jeunes contre le sida, officiellement lancée à Kaolack. Selon le ministre de la Jeunesse, des Sports, le bilan des activités des centres et bureaux conseils pour adolescents a permis de recenser un nombre important de cas positifs chez les jeunes et adolescents. Pour Khady Gaye, il faut une réaction rapide afin d'éliminer le VIH-Sida d'ici 2030. Khady Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, est ici au micro de Sékou Diallo et Rastoumbaï. Depuis des années, il y a une multisectorialité sur laquelle le département en charge de la jeunesse s'adosse pour pouvoir accompagner cette mission en faveur en fait, des jeunes et particulièrement les jeunes filles. Et vous savez, le département en charge de la jeunesse, dans ses missions, nous avons une obligation d'accompagner les jeunes et particulièrement les jeunes filles dans la prise en charge de leur santé, de leur reproduction. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle actuellement au Sénégal nous avons 15 centres de conseil ados et 8 bureaux de conseil ados et sur lesquels s'adossent les clubs de jeunes filles éparpillés un peu partout à travers le territoire national. Et ces clubs de jeunes filles prennent en charge une part très importante de la santé de la reproduction, mais ça ne s'arrête pas là. Au-delà de ça aussi, il y a l'autonomisation de ces jeunes filles et là, une mission de sensibilisation aussi qui est menée pour appeler ces jeunes filles-là à prendre en charge leur santé sexuelle, leur santé de la reproduction, mais aussi et surtout à lutter et à s'engager contre toute violation, contre toute violence basée sur les genres. Nous restons à Kaolack où les jeunes de Saloum Recycling veulent valoriser les déchets plastiques. Selon eux, les déchets constituent un véritable problème de santé publique. Ils ont organisé une campagne de sensibilisation sur la valorisation des déchets plastiques. Donc, une opportunité pour eux donc de changer le visage de Kaolack. Voici Amadou Guissé, il est manager général de Saloum Recycling. Il est également interrogé par Sékou Diallo et Rastoumbaï. La caravane de sensibilisation symbolise quelque chose de très important pour nous. Parce que comme je l'ai dit tantôt, la région de Kaolack est considérée comme la ville la plus sale. Et ça, c'est une chose que nous déplorons. Et raison pour laquelle nous avons décidé depuis 2022 d'organiser une caravane afin de sensibiliser la population kaolackoise à être beaucoup plus éco-responsable. De leur montrer que ces déchets-là sont recyclables. Les déchets plastiques que nous voyons qui bouchent nos canaux d'eau pluviale, qui occupent tous les espaces publics, sont des déchets qui sont recyclables à 100%. Donc, la mairie doit revoir un peu la manière de gérer la gestion des déchets à Kaolack. Et maintenant aussi d'intégrer le secteur privé qui apporte des solutions à ce fléau. Et en même temps, nous pensons que, au-delà de la sensibilisation, nous voulons montrer à la population que nous ne devons plus avoir le réflexe de jeter n'importe où les déchets. Montre à la population que nous devons trier nos déchets. Nous devons adopter des poubelles de tri.
Et ça, Moussa Kilin a commencé même à développer des prototypes de poubelles de tri afin de proposer des solutions importantes à la communauté de Kaolack. Cheikh Oumar Diagne plaide pour une pluralité monétaire au service du panafricanisme. L'ancien directeur des moyens généraux estime qu'il est important de repenser la monnaie dans toutes ses dimensions. Il prône également pour une approche basée sur la diversité monétaire plutôt que sur un système unique imposé. C'est ce que nous disent Ndeyali Fall et Barasso. Les défis et perspectives d'une monnaie au service du panafricanisme étaient au menu de ce rendez-vous qui a réuni intellectuels, économistes et citoyens engagés, un moment d'échange privilégié pour discuter de la souveraineté monétaire africaine. Bon, aujourd'hui, il était question de présenter notre dernier ouvrage intitulé « Penser la monnaie au service du panafricanisme, sortir des monnaies uniques ». Donc c'était un moment de communion et d'échange sur les thématiques d'ordre géoéconomique d'abord, géostratégique et surtout politique, qui est la monnaie. Donc nous avons essayé de présenter un ouvrage qui a le mérite d'avoir traité la monnaie au-delà de sa dimension économique, mais dans sa dimension sociologique, anthropologique et surtout politique. Et aujourd'hui, il urge, en tout cas, pour être en cohérence par rapport aux politiques de développement que nous envisageons de mettre en œuvre et d'implémenter, de nous munir d'un outil obligatoire et indispensable qui est la monnaie. Donc, telle est un peu l'essence de la présentation. L'auteur Cheikh Oumar Diagne plaide pour le pluralisme monétaire, pour une solution intermédiaire avec des monnaies nationales. Bon, la pluralité était de mise. L'Afrique était merveilleusement bien constituée monétairement avant l'arrivée des colons. Donc en Afrique, il y avait une pluralité monétaire qui a été cassée et un peu reléguée aux oubliettes par le colon. Aussi bien notre culture africaine que les religions dominantes qui sont là. Je prends l'exemple de l'islam. Dans l'islam, la pluralité monétaire est de mise à travers des hadiths que j'ai mis en œuvre et j'ai carrément explicité dans le livre. Donc la règle, c'est la concurrence en réalité des monnaies. Cheikh Oumar Diagne souligne que le PIB, produit intérieur brut, ne relève pas exclusivement de l'État. Concernant la dette publique, il estime que la polémique sur le rapport de la Cour des comptes n'avait pas sa raison d'être. Mais les critères ne disent absolument rien. Je vais donner un exemple. L'exemple de la dette publique rapportée au PIB. Ce qui nous concerne actuellement dans le cas du rapport. La norme communautaire est à 70%. La norme de l'Union européenne est à 60%. Donc, si on regarde la pertinence de la norme, madame, quand on analyse la dette publique de l'État par rapport au PIB, il y a un problème de pertinence. Le PIB n'appartient pas à l'État. Le PIB est tout l'État. Il faut rapporter la dette publique au PIB pour voir si c'est soutenable ou pas. Madame, c'est une hérésie. Madame, synthétiser pour ngandal ko. Dans un contexte où les questions monétaires sont au cœur des débats sur l'avenir du continent, l'ouvrage « Penser la monnaie au service du panafricanisme » propose une réflexion profonde sur le rôle de la monnaie dans l'émancipation économique et politique de l'Afrique. Préparatif de la 6e édition du Congrès international sur les aires marines protégées Impact 6. Pour le ministre de l'Environnement, c'est une occasion de renforcer le plaidoyer sur l'importance des aires marines protégées. Les autorités s'engagent donc pleinement à ce sujet. C'est le débat. Notre pays, l'ayant compris vite, a développé en quelques années un réseau appréciable de 15 aires marines protégées, de 5 réserves sous influence maritime. C'est avec ces propos que le ministre de l'Environnement, Daouda Ngom, a démarré son discours de bonheur à la cérémonie des préparatifs de la 6e édition du Congrès international sur les aires marines protégées. La réussite du Congrès Impact 6 nécessite un travail important de préparation, centré sur une démarche inclusive, une bonne identification et implication des acteurs, la mobilisation de moyens adéquats et la réalisation à temps approprié des activités. La rencontre des 3 prochains jours revêt donc une importance capitale et nous avons un peu moins de 2 ans devant nous pour relever les défis d'une parfaite organisation
en capitalisant l'organisation d'événements similaires tenus récemment ou en vue, comme le 9e Forum mondial de l'eau en 2022 ou les prochains Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026. Le colonel Mamadou Sidibé, directeur des aires marines protégées, a présenté un bilan des avancées mettant en lumière les aspects logistiques, la mobilisation des partenaires et les stratégies de communication. Il nous reste beaucoup à faire parce que tout simplement aujourd'hui, il y a des grands enjeux qu'on a mis en place, à savoir aujourd'hui la conservation de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales. Cette conservation de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales qu'on appelle le BBNJ a été déjà un traité qui a été fait, donc ou a été adopté. Et là, les pays sont en train de signer ça. Le Sénégal est sur la bonne voie pour arriver aujourd'hui à ratifier, à signer et à ratifier ce traité-là, ce qui est extrêmement important. Parce que tout simplement, cette conservation de la biodiversité marine en haute mer va permettre aujourd'hui de booster. Aujourd'hui, nous connaissons la crise halieutique aujourd'hui dans nos eaux. Et pour y pallier, il faut créer des aires marines protégées. Notre interlocuteur a poursuivi en insistant sur le rôle important joué par le dit comité dans la mise en œuvre des différentes étapes de préparation. Je vous dis encore, les aires marines côtières qu'on a créées déjà aujourd'hui protègent plus de 44% des espèces de poissons recensées au Sénégal. Si aujourd'hui on faisait disparaître ces aires marines protégées, vous allez voir 44% des espèces d'eau, des espèces de poissons au Sénégal disparaître. La réunion s'est achevée sur un appel à la coordination renforcée entre les différentes parties prenantes afin de garantir le succès de l'événement. Des réunions de suivi seront organisées dans les semaines à venir pour évaluer les progrès réalisés. Le comité de pilotage du programme de développement fait le point sur le développement de la Casamance, bien sûr, fait le point sur l'avancée du projet avec un taux de décaissement de 17%. Après 3 ans d'exécution, plusieurs obstacles ont été identifiés comme les lenteurs dans la passation des marchés et les retards de financement. Des recommandations ont été faites pour accélérer les travaux. Mortaletine, gouverneur de la région de Ziguinchor, il a été interrogé par Hassan Ba et Daouda Sambo. Cette rencontre nous a permis en tout cas de faire le point sur le niveau d'exécution du projet. Et à date, nous avons constaté que le taux de décaissement tourne autour de 17%, ce qui est relativement faible pour un projet qui a 3 ans de mise en œuvre. Alors, un certain nombre de raisons ont été identifiées. Et parmi ces raisons, il y a les lenteurs liées aux difficultés que certaines collectivités territoriales rencontrent dans le cadre de la passation des marchés. Il y a eu également comme difficulté relevée les lenteurs liées au décaissement et aux instances de paiement, mais surtout également les difficultés que rencontrent certaines collectivités territoriales pour la mobilisation des acteurs communautaires. Et tenant compte de tout cela, nous pensons qu'il faudrait, en tout cas pour améliorer les résultats du PEDEC, d'abord diligenter le processus de réalisation des travaux des 104 km de pistes dans la région de Sédhiou, parce que cet indicateur est de nature en tout cas à améliorer considérablement le taux d'exécution du PEDEC. Il y a également d'autres recommandations qui ont été formulées, notamment le renforcement des capacités des collectivités territoriales en procédure de passation des marchés. Mortaletine, gouverneur de la région de Ziguinchor, les jeunes ressortissants congolais au Sénégal vont introduire à nouveau une demande d'autorisation de marche après le refus du préfet de leur rassemblement d'aujourd'hui. Ces derniers veulent interpeller l'Union africaine, la communauté internationale sur la situation de leur pays. C'est le débat chez Ahmed Tidjandjouf.
C'est après s'être déplacés sur place qu'ils ont reçu l'appel du commandant du corps urbain de Dakar, leur signifiant la non-autorisation de leur marche prévue ce samedi. À notre grande surprise, on nous a dit d'abord de changer l'itinéraire. Nous avons changé l'itinéraire. Et jusqu'à hier la nuit, on nous dit que l'autorisation va être confirmée même la nuit. À notre grande surprise, arrivé sur le rond-point Sam, le commandant nous appelle pour dire que c'est annulé. Pour quelles raisons, nous ne connaissons pas. Mais nous avons tenu à faire ce point de presse. Pour ce que nous voulons, nous réclamons nos terres. L'homme blanc est venu pour nous faire des frontières. Et parmi ces frontières, la RDC a la grâce d'avoir un grand pays. Et nous disons non à la balkanisation. Le gouvernement sénégalais, le préfet nous a pas donné des explications et on doit donner notre message. Il doit nous donner des explications pourquoi on a annulé encore cette manifestation le jour même, pour qu'on nous appelle le jour même à 8h30. On est déjà sur place pour nous dire qu'elle est annulée. Très remontée par la situation, Madinali avertit. Je voulais parler à madame de l'Union européenne, Ursula von der. Tu es une femme, tu as des enfants. Il faut savoir que ce que vous faites n'est pas bon. Ce qui est en train de se faire, on est en train de crier à toi pour vous dire que ce n'est pas bon. Les multinationales, si vous voulez négocier, négociez avec notre gouvernement. C'est ça qui est le message. Nous disons non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est notre leadership. Notre leadership. Nous défendons quels intérêts? Est-ce que nous respectons les peuples qui nous éluent? C'est pour toute l'Afrique. Notre interlocuteur poursuit son exposé et réclame l'instauration de la paix dans son pays. Vous parlez des droits de l'homme. Regardez comment les femmes sont là-bas. Elles sont massacrées. Elles sont les premières victimes avec les femmes, avec leurs enfants. Et vous avez votre salaire. Le salaire là, c'est dans le sang des Congolais. C'est pourquoi nous disons non. Donnez-nous la paix. Donnez-nous la paix. Les Sénégalais ont crié ici pour montrer que leur indignation, que le gouvernement doit changer. Pourquoi ici, nous, on ne peut pas avoir ça? Donc nous appelons vraiment au gouvernement, le président de la République, le président Sonko, de regarder notre cas. Nous voulons marcher, nous voulons marcher, nous voulons marcher et dire non à la balkanisation de la RDC. Une lettre de demande d'autorisation de marche envoyée depuis le 3 février est restée sans réponse et sans suite favorable. Toutefois, les membres de l'association des jeunes Congolais au Sénégal ne comptent pas baisser les bras. Ces derniers ont décidé de déposer une nouvelle demande de marche ce lundi à la préfecture de Dakar. C'est d'ailleurs cet élément qui m'a fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.